Bien, bonjour Samia, c'est un plaisir de se revoir. Bonjour Bernard, de même. On va parler cette fois aujourd'hui de la santé. Qu'est-ce que la santé? C'est effectivement une vieille question à laquelle il a été donné plusieurs réponses. Bon, il y en a une que je trouve spontanément assez sympathique, que j'aime beaucoup. C'est une définition, je crois, d'un médecin français qui s'appelait Le Riche. La définition est très connue, c'est l'idée que la santé, c'est la vie dans le silence des organes. C'est la notion de silence des organes que je trouve particulièrement sympathique parce que dans le fond, ça voudrait dire que quand je me sens bien, je suis en bonne santé. Mais bon, je sais quand même que malheureusement, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que cette définition est fausse, notamment parce qu'il y a des pathologies qui sont silencieuses pendant longtemps. Et alors, la question qui vient, c'est si c'est pas ça la santé, si c'est pas quand je me sens bien, quand je sens qu'il n'y a rien de mal qui se passe, c'est quoi la santé ? Oui, c'est une excellente question. On parle de santé, on parle de maladie, comme si on savait ce que c'est de manière précise, en fait. Et souvent, on se base effectivement sur quelque chose qui ressemble à cette définition-là. Si je me sens bien, c'est que je suis en bonne santé. Si je ne me sens pas bien, c'est donc que j'ai une maladie. Et ce faisant, on commet en fait deux erreurs qui sont assez apparentes quand on se met à examiner un peu la question. Tout d'abord, on est simpliste, on simplifie trop quelque chose qui a plus d'aspects que ce qu'on imagine. Puis d'autre part, on fait une confusion, à laquelle on viendra peut-être plus tard, entre la santé et le bonheur, en fait. On a une tendance, et d'ailleurs même l'OMS encourage un tout petit peu presque cette tendance en définissant la santé comme un total état de bien-être bio-psychosocial et non pas comme la simple absence de maladie. Et ça encourage un peu cette confusion entre la santé et le bonheur à laquelle notre société nous encourage aussi par d'autres aspects. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est la santé? Qu'est-ce que c'est la maladie? Pendant longtemps, on a eu une idée que j'ai envie d'appeler syndromique. L'idée que, effectivement, si je ne ressens rien, je suis en bonne santé. Et si je ressens quelque chose, si j'ai des symptômes, eh bien, cet ensemble de symptômes va être ce qui va définir une maladie. Et donc, on a eu des diagnostics comme la fièvre tierce ou la fièvre carte qui sont très descriptifs des symptômes des patients. Et on peut d'ailleurs pas se tromper de diagnostic. Si quelqu'un a une fièvre tous les 4 jours, eh bien, ça veut dire que c'est avec certitude une fièvre carte. On n'a aucune idée de son origine, on n'a aucune idée de sa pathogénèse, on ne sait pas si c'est contagieux ou non, comment ça s'attrape, mais on est certain que c'est une fièvre carte, puisqu'on a observé la fièvre tous les 4 jours. Ça, c'est... Donc fièvre carte, ça veut dire fièvre tous les 4 jours. Tous les 4 jours, exactement. Ça, ça veut juste dire ça. Et il y a plusieurs maladies qui peuvent avoir comme conséquence ce type de syndrome. Alors, ça a l'air très attractif comme définition de la maladie. C'est aussi quelque chose qui met la définition de la maladie pour une grande partie dans les mains du patient, ce qui peut aussi être très attractif parce que je sais ce que j'ai, puisque c'est moi qui connais mes symptômes et c'est moi qui connais les souffrances avec lesquelles cette maladie se déclare. On voit très vite, par contre, que ça ne peut pas être entièrement satisfaisant parce qu'il y a des situations, comme tu l'as dit, où on peut ne pas du tout ressentir de symptômes et néanmoins être malade. On pense par exemple à un cancer débutant dans une partie profonde du corps qui n'est pas accessible à la palpation externe. Et puis, il y a d'autres situations, peut-être un peu plus triviales, dans lesquelles on souffre. Par exemple, moi, si je me mettais en tête de courir un marathon demain avec le très peu d'entraînement que j'ai, je souffrirais certainement beaucoup. Mais il viendrait à l'esprit de personne de considérer que je suis malade, parce que c'est pas comme ça qu'on pense la maladie. Donc la seule présence de symptômes, on voit très bien que même dans cette notion un peu populaire de la maladie, en pratique, c'est pas comme ça qu'on l'emploie. Alors, il y a une deuxième manière de concevoir la maladie qui est une version biologisante, une version où la maladie, c'est pas le silence. La santé n'est pas le silence des organes, mais la santé, c'est le caractère normal du fonctionnement. Si mes organes parlent de la bonne manière, donc ils ne sont jamais silencieux, quand on les observe scientifiquement, ils font toujours quelque chose, eh bien si mes organes parlent de la bonne manière, s'ils font comme ils sont censés faire, s'ils remplissent leurs fonctions, s'ils font comme ceux des autres, eh bien à ce moment-là, je suis en bonne santé, et s'il y a un écart, alors à ce moment-là, je suis malade. C'est la différence de la norme statistique du fonctionnement normal pour l'espèce qui va donner lieu à la maladie. Ça, c'est une définition qui
à la caractéristique inverse. Cette fois-ci, on met à peu près tout dans les mains de l'approche scientifique, puisqu'il faut pouvoir observer le fonctionnement des organes avec les outils d'imagerie, les outils du laboratoire, les outils de la biomédecine. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles elle est critiquée. Elle enlève beaucoup de la définition de la maladie aux patients. Et puis, enfin, tu m'excuses de t'interrompre, mais on parle de normes, de normalité. Enfin, comment on définit cette norme? Alors, c'est là aussi une excellente question, parce qu'ici, il s'agit, en fait, à la base, il s'agit d'une norme statistique. La norme statistique, ça ne préjuge pas que ce soit bien ou mal à la base. C'est-à-dire que c'est uniquement si on observe une population de personnes humaines de l'âge concerné, on peut ajouter des distinctions, on peut faire des différences entre les hommes et les femmes, on peut faire des différences entre différents âges de la vie, etc. Eh bien, on va observer comment fonctionne cette fonction biologique-là qui nous intéresse. Disons par exemple la température du corps. Si on a pris la fièvre tout à l'heure, reprenons la fièvre. Et on va regarder comment se distribuent les mesures de température du corps chez ces personnes. Pour beaucoup de mesures, ça va donner ce qu'on appelle une courbe normale, c'est-à-dire une courbe symétrique, une courbe de Gauss qu'on a tous vu à un moment donné quelque part. Et on va définir la norme statistique comme le centre de cette courbe. Et c'est une définition qui a une part d'arbitraire, parce qu'on va mettre des curseurs en haut et à gauche et à droite, et on va définir comme anormal tout ce qui s'écarte de ce curseur. Alors, on dit en général, c'est 95% ou 90%, donc on va avoir soit 2,5% et 2,5% des deux côtés, ou alors 5% et 5% des deux côtés, et ce qui est à l'intérieur de ces curseurs va être défini comme normal. Ça prête déjà à confusion parce que normal, ça n'a pas uniquement une connotation statistique dans notre langage, ça a aussi une connotation normative. D'ailleurs, la racine commune le signale immédiatement. Ça donne l'impression que c'est bien d'être dans la norme. Alors qu'en fait, là aussi, on se rend compte qu'il y a des caractéristiques pour lesquelles on ne va pas nécessairement considérer que c'est bien d'être dans la norme ou mal d'être hors de la norme. Si vous êtes Mozart, par exemple, vous êtes clairement anormal. Mais ça ne veut pas dire que le génie musical soit une pathologie qu'il faille soigner. Et donc, il y a vraiment une différence entre la norme statistique et la norme normative. Mais on a tendance à oublier cette différence. C'est donc, dans cette définition de la maladie, un problème un peu intrinsèque. Parce que en définissant la maladie comme ça, et la maladie, c'est quand même quelque chose qui a une connotation négative, une idée qu'il faudra la soigner, en définissant la maladie par contraste avec la norme statistique, on part du principe, quelque part, que la norme statistique est normative. Alors qu'en fait, c'est une étape de raisonnement complètement distincte. Ce n'est pas du tout identique d'observer qu'une caractéristique humaine est distribuée de cette façon et de souhaiter que plus de gens soient dans la norme statistique. Ça, c'est la différence classique entre le normatif et le descriptif. Tout à fait. Puis on peut aussi se dire que, on en parlera beaucoup avec Christine, c'est pas parce que quelque chose est normatif au niveau de la santé ou au niveau d'une connaissance que c'est normatif au niveau de la morale. Et parfois aussi, on passe de l'un à l'autre. On passe aussi de l'un à l'autre, exactement. Mais avant cela, il y a encore un autre glissement qui est le fait que dans cette définition basée sur la statistique d'un comportement ou d'un fonctionnement qui s'écarte de la norme pour le fonctionnement de l'espèce, eh bien, on a en fait, si on base dessus des thérapies, si on base dessus la définition de la santé et de la maladie, du normal et du pathologique, et rien que le fait de parler de normal par contraste avec le pathologique montre la force qu'a cette définition-là de nos jours, eh bien, on va également considérer comme pathologiques des différences qui sont peut-être de simples différences. Et ça, c'est une critique qui a été très forte de la part de la communauté des personnes qui vivent avec un handicap, qui disent, mais au fond, vous pathologisez une simple différence et vous justifiez la pathologisation par le fait qu'ayant organisé la société autour de ce qui est le plus fréquent, donc la norme statistique, vous nous mettez dans une difficulté sur laquelle vous vous basez ensuite pour dire que nous sommes malades. L'exemple le plus classique, c'est aussi un de ceux qui fonctionne le mieux,
c'est que si vous mesurez 1,20 m comme adulte, vous allez avoir du mal à atteindre les boutons de l'ascenseur qui sont tout en haut, mais ce n'est pas une loi de la nature que les boutons de l'ascenseur doivent être de haut en bas. De plus en plus d'ascenseurs de nos jours, d'ailleurs, ayant entendu cette critique, enfin les constructeurs, les architectes mettent les ascenseurs avec les boutons de gauche à droite, ce qui les rend accessibles même si vous êtes de plus petite taille. Et ça, c'est l'environnement construit qui génère l'inconvénient, et l'inconvénient est ensuite avancé pour dire, eh bien, vous avez une maladie. Alors qu'en fait, ce n'est pas nécessairement, c'est pas indispensable de le concevoir ainsi. Tout à fait. Dans les maladies psychiatriques aussi, hein, oui. La question de la norme est aussi assez délicate. Et même maintenant, les maladies neurologiques, enfin, on parle de neurodiversité pour parler par exemple des troubles du spectre autistique. Voilà, hein. Ça c'est exactement le même raisonnement. C'est le raisonnement selon lequel on a organisé, il y a un exemple qui fonctionne là aussi, on a organisé notre scolarité autour de ce qui est le plus fréquent, c'est-à-dire ce que la communauté de la neurodiversité appelle les personnes neurotypiques. Par exemple, un enfant neurotypique, il a besoin d'apprendre le dessin, il a besoin d'apprendre explicitement les mathématiques, il n'a pas besoin d'apprendre explicitement les règles de comportement social, en tout cas certaines des règles de comportement social. Il doit évidemment apprendre qu'on prend le couteau dans la main droite et la fourchette dans la main gauche, mais il n'a pas besoin d'apprendre, par exemple, si vous êtes dans un grand groupe et il y a un buffet et les gens sont debout en train d'avoir des conversations, eh bien, il y a un âge où on sait tout simplement qu'on ne va pas passer entre deux personnes qui sont en train d'avoir une conversation. C'est comme s'il y avait un fil invisible qui les liait et qui constitue un obstacle implicite. Eh bien, beaucoup d'enfants neuroatypiques ont besoin d'apprendre ce genre de choses explicitement, parce que si c'est le chemin le plus direct pour aller au buffet, ils ne comprennent juste pas pourquoi on n'a pas le droit de passer entre deux personnes qui sont en train d'avoir une conversation. Et si la scolarité était organisée pour ces enfants-là, plutôt que d'être organisée pour les enfants neurotypiques, eh bien, il y aurait des cours explicites de règles du comportement social de ce genre-là dans les classes, alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais on mélange dans les faits ces deux définitions de la santé et de la maladie, la définition syndromique sur la base des symptômes et la définition biologisante sur la base de l'observation des écarts de fonctionnement, mais on ne les mélange pas toujours de manière harmonieuse. Par exemple, il y a des tensions autour de définitions de maladies qui reflètent ce désaccord, le fait que c'est effectivement deux définitions différentes. Par exemple, les syndromes de fatigue chronique, qui sont extrêmement invalidants pour les personnes qui en sont atteintes, mais qui ne génèrent pas de phénomènes observables par la biomédecine, eh bien, font l'objet de discussions très houleuses pour savoir est-ce qu'il y a vraiment une maladie là derrière. Et alors, il y a des arguments de ça doit être un syndrome post-viral, on va trouver le virus, ou alors est-ce que c'est un syndrome neurodégénératif, on va trouver la molécule qui. Et ça, c'est une tentative d'argumentation par le biais de l'approche biologisante. Puis il y a une troisième version qui prend de plus en plus de place de nos jours, qui est ce qu'on pourrait appeler la version actuarielle de la maladie et de la santé, à savoir que la définition de la maladie n'est plus ici la souffrance, ni l'observation d'un phénomène atypique, mais c'est l'identification d'un facteur de risque, d'une situation à risque. On est malade si on est en danger. Et à ce moment-là, ça permet de poser un diagnostic de maladie, non seulement dans le cancer précoce qui n'a pas de symptômes encore, mais également pour des choses comme l'hypertension artérielle. Et y compris pour des valeurs de tension artérielle qui sont très fréquentes, voire qui pourrait être la norme statistique, en fait. C'est là qu'on voit qu'il y a une certaine frontière floue entre la thérapie et l'amélioration, puisque si on se met à concevoir comme une maladie, une situation qui nous met en danger d'un inconfort, d'une souffrance ou d'une mort future, eh bien, on pourrait en venir à considérer comme maladie quelque chose qui est suffisamment fréquent pour constituer la norme statistique. Et c'est là que ça soulève des questionnements du type « sommes-nous tous malades ?» Alors que, évidemment, le fait que nous soyons humains, mortels, faillibles, capables de souffrance, nous met effectivement tous à risque d'avoir des problèmes de santé à l'avenir. Et donc, si on pose la question de la manière la plus élémentaire, la réponse est peut-être bien que oui, au fond. Mais dans cette troisième manière de voir les choses, alors par exemple, le fait d'avoir une prédisposition génétique pour une maladie, même relativement faible, de risque, ce serait déjà une maladie? Dans cette définition-là, oui, effectivement. C'est assez contre-intuitif quand même. C'est totalement contre-intuitif parce que nos intuitions reposent majoritairement sur la version syndromique en fait, de la maladie, un petit peu
davantage quand on est du domaine médical, mais un petit peu même dans la population générale sur la définition biologisante, mais elles sont surtout sur la définition syndromique, en fait, effectivement. Et puis, évidemment, il y a une autre définition qui est décrite surtout par l'angle de sa critique, en fait. Je n'ai pas vraiment vu littérature qui la défendrait explicitement de manière assumée, qui est l'idée que est une maladie tout ce pourquoi la médecine et, virgule, l'industrie pharmaceutique a quelque chose à offrir. Donc l'idée, c'est que c'est la thérapie qui génère la maladie. Et même si elle est définie surtout par sa critique, en fait, on voit qu'il y a des exemples qui sont assez éclairants à cet endroit. Et ici, la controverse la plus illustrative, à mes yeux, est celle qui a entouré l'inclusion ou non du deuil dans le catalogue des diagnostics de psychiatrie. Car évidemment, il est totalement normal, lorsqu'on a perdu un être cher, d'être profondément attristé, d'être dans un état où notre fonctionnement est entravé, on va le dire comme ça, pour emprunter du langage à la définition biologisante. Et ce n'est pas quelque chose qui sort du fonctionnement normal de l'espèce. C'est totalement habituel, c'est totalement normal, c'est un processus humain qui est entièrement naturel. Mais en même temps, c'est quelque chose qui peut être non seulement une source profonde de souffrance, mais une source de déraillement biographique. On va dire quelqu'un peut perdre son emploi parce qu'il ne peut pas être fonctionnel au travail, parce qu'il ne peut pas être traité, parce qu'il n'a pas nécessairement accès financièrement à un traitement qui lui permettrait de revenir au travail dans ce que notre société considère un délai acceptable. On va avoir une certaine tolérance variable d'un pays à l'autre pour la non-fonctionnalité d'une personne endeuillée, mais au bout d'un an, on s'attend quand même à ce qu'on puisse revenir sur des rails plus ordinaires. Et quand ce n'est pas le cas, eh bien, les personnes vont chercher l'aide de la médecine. Lorsque la médecine est sollicitée, il y aura souvent une prescription à la clé, car les antidépresseurs fonctionnent, mais il faudra les payer soi-même à moins qu'il y ait un diagnostic. C'est ça, parce qu'en définitive, ça, en fait, il y a une question de remboursement. Il y a une question de remboursement. Il y a une question de remboursement, il y a une normativité sociale du rôle de malade qui nécessite qu'il y ait une maladie. Et ça, c'est aussi un enjeu extrêmement important, politique cette fois-ci, dans ces tensions entre différentes définitions de la santé et de la maladie. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a de telles tensions qui se cristallisent autour des syndromes de fatigue chronique, par exemple, puisque donner entièrement le pouvoir au patient dans la définition de la maladie, ce serait aussi accepter de faire confiance à tout un chacun pour s'auto-octroyer un rôle de malade dans lequel la société lui donne des droits qu'il n'a pas autrement. Et évidemment, il y a toutes sortes de craintes, de tricheries, de simulations qui surgissent dès que ce genre de tentative est faite. Ok, ben écoute, effectivement, Samia, comme on le voit souvent, quelque chose d'aussi simple que la santé, oui. Quand on creuse un peu, se révèle assez complexe. On en a vu 4 définitions possibles. Voilà, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. Et puis sans doute chacune sa part de vérité, en fait, parce qu'il y a des situations pathologiques qui n'ont pas été suffisamment élucidées par l'approche biomédicale pour pouvoir faire l'objet d'une définition biomédicale. Il y a des situations qui sont une situation présente et pas un risque futur, et donc probablement qu'à la fin, une meilleure approche serait une forme de kaléidoscope où on trouverait la place d'ancrage de chacune de ces définitions. Et puis il y a encore cette confusion à laquelle notre société nous encourage malheureusement un petit peu à confondre la santé avec le bonheur, et du coup aussi à opérer cette autre confusion dans une société où il y a un narratif très fort selon lequel le bonheur serait au mérite quelque part. Eh bien, on a parfois aussi ce narratif qui fait tache d'huile dans la santé et qui nous donne l'impression que notre santé également est au mérite et que donc si on est malade, c'est de notre faute. Et ça, c'est peut-être une transition avec un autre entretien. Avec Christine, exactement. Voilà. Merci beaucoup, Samia, pour ton éclairage sur ces questions. Merci. Bonjour Christine. Bonjour Bernard. On a parlé avec Samia de la santé, puis on s'est rendu compte que, dans le fond, dès qu'on parle de santé, la notion de norme n'est pas loin, puisque c'est un état normal. Enfin, il y a beaucoup de discussions là autour, mais c'est clair que l'être humain est assez normatif, mais dans la santé, on l'est particulièrement. Et puis, on passe assez facilement de la norme qu'on pourrait appeler technique, scientifique ou même un peu sociale parfois, à une norme quasiment morale.
Et dans le domaine de la santé, notamment, la norme morale n'est jamais très très loin. Et notamment, on parle de plus en plus de nos jours, en tout cas on en entend de plus en plus parler du devoir d'être en bonne santé. Alors, bon, spontanément, on comprend par là que chacun d'entre nous doit faire des efforts pour se maintenir en forme, pour toutes sortes de finalités, j'imagine, mais ce serait intéressant de savoir effectivement dans quel but est-ce qu'il faut se maintenir en forme. Est-ce que c'est pour soi, c'est pour autrui, pour la sécurité sociale, l'assurance maladie? Et puis, pourquoi est-ce que ce devoir incomberait à chacun d'entre nous en tant qu'individu? Quand on disait il y a un siècle que les femmes, c'est un exemple pris d'ailleurs par un philosophe, je crois que c'était Castaneda, les femmes doivent accoucher sans douleur, on disait. Mais on n'entendait pas par là imposer un devoir aux femmes qui enfantaient, il s'agissait d'autre chose. Alors, quand on parle de devoir de santé, de devoir de bonne santé, qu'est-ce qu'on entend par là? Bon, souvent quand on parle de devoir de bonne santé, on pense à la santé qui est impactée par un mode de vie. Et puis on pense souvent que le mode de vie pourrait être en partie choisi, enfin en bonne partie choisi par les individus. Et donc quelqu'un qui, par exemple, qui choisit de fumer est un peu responsable de son cancer des poumons 30 ans plus tard. Donc il y a un peu cette idée que peut-être que c'est une chose qu'on peut choisir à un moment donné dans une vie et qui peut avoir un impact sur la santé, c'est une chose pour laquelle on est responsable. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très facilement dans la société. Et puis, tant que le système de santé est suffisamment disponible pour tout le monde, ça ne pose pas de problème, parce que finalement, chacun est responsable de soi, et puis si on veut être en mauvaise santé, c'est pas grave. Mais quand on commence à être dans un système un peu plus contraint, comme c'est le cas maintenant, on parle beaucoup d'augmentation des coûts de la santé, etc. Du coup, on a envie, du point de vue de la société, on a envie que le système coûte moins cher. Et du coup, cette personne qui choisit d'être malade et qui va coûter cher à la société, eh bien, c'est une personne qu'on va commencer à condamner. Donc je pense que ça, c'est dans la culture populaire, il y a un peu cette façon de catégoriser, puis de poser des responsabilités morales finalement pour des gens qui tombent malades dans un cadre qu'on va normatiser. Donc, quand on est en mauvaise santé, on serait responsable. C'est assez intéressant le concept. On parle souvent de responsabilité quand ça va mal. Parce qu'on pourrait dire, à contrario, que si je suis en bonne santé, je suis aussi responsable de ma bonne santé. Et alors, il y a quand même une situation qui peut paraître un petit peu inquiétante, c'est que je fais tout ce que je peux pour être en bonne santé, je fais du sport, je me nourris bien, et j'attrape un cancer. Donc, que devient la responsabilité dans ce cadre? Alors, je pense que dans ce cadre-là, il y a peut-être moins d'opprobre moral dans ces situations-là, parce qu'on n'arrive pas à lier à un comportement social qui est lié d'une manière ou d'une autre, enfin plus ou moins causalement lié à l'état de santé. Mais là, je pense qu'à ce stade, ce qu'il faut se poser plutôt comme question intéressante, c'est de savoir les gens qui fument, qui ont décidé de fumer, jusqu'à combien est-ce qu'on peut vraiment les considérer comme étant responsables du cancer qu'ils ont. Tu veux dire combien? Ça voudrait que ça pourrait se quantifier? Oui, alors l'humain aime bien voir les choses en noir et en blanc, et donc on va se dire, ah ben oui, il est responsable de sa maladie, etc. Mais en réalité, quand on commence à creuser un petit peu, puis qu'on regarde, mais bon, alors jusqu'à combien est-ce qu'il est vraiment responsable, on rentre dans des nuances de gris, et là on se rend compte qu'en fait, cet opprobre moral, en général, il est souvent exagéré, mais vraiment très fortement exagéré. Et pour comprendre ça, il faut décomposer en fait les causes des choix de comportement, des choix de vie en fait des gens. Et quand on commence à essayer de comprendre quels sont tous ces fils causaux qui nous poussent vers un choix de comportement plutôt qu'un autre, eh bien on se rend compte à quel point finalement, quand on décompose ces causalités, la liberté, l'autonomie de liberté de décision de la personne, elle joue un rôle, mais un rôle qui est en réalité assez mineur dans un choix de mode de vie. Alors peut-être qu'il faut que je développe un peu un exemple pour faire comprendre la chose. Si vous prenez par exemple, alors déjà juste une image, vous prenez un gros bloc, une grosse pierre ronde, puis vous voulez la pousser, si vous êtes tout seul, vous n'y arrivez pas. Il faut plusieurs personnes pour arriver à la pousser.
Et c'est seulement quand plusieurs s'y mettent qu'on arrive à la faire bouger. Et en fonction de la force de ces différentes personnes, cette pierre elle va bouger plutôt à la gauche ou plutôt à la droite, en fonction de où se positionnent ces gens et combien de force elles ont. Et en fait, les choix de comportement de vie, ils fonctionnent comme ça. Vous avez des multiples chaînes causales derrière qui vont pousser dans un sens plutôt que dans un autre, dans certaines circonstances. Et en fait, la volonté ou le choix décisionnel autonome, si vous voulez, c'est un élément parmi tout plein d'autres. Ces autres éléments, si on pense, on parle en particulier de comportement addictif, vous avez parlé tout à l'heure avec Samia de ça un petit peu, il y a des fois des prédispositions génétiques qui font que tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité par rapport à la probabilité de tomber dans une addiction, ou bien si on pense à d'autres choses comme par exemple l'obésité ou d'autres maladies qui peuvent causer vraiment des problèmes pour les personnes et puis aussi coûter cher à la société. Ça, pareil, il y a aussi des facteurs génétiques qui font qu'il y a certaines personnes qui prennent plus facilement du poids que d'autres, et ça, elles n'y peuvent juste rien du tout. Et donc, de ce point de vue-là, cette chaîne causale-là, si vous voulez, où la personne n'a aucun moyen d'agir dessus, donc elle n'y peut absolument rien. Ça, c'est un élément. Après, vous avez aussi le contexte social qui se trouve autour de la personne. Si vous avez un enfant qui grandit dans une maisonnée où les gens ne mangent pas de manière saine, ou bien alors n'ont pas les moyens de s'acheter de la nourriture saine, eh bien, c'est beaucoup plus difficile pour cet enfant de développer un mode alimentaire sain. Et donc, en fait, vous voyez que le contexte socioculturel et les moyens à disposition des gens va influencer énormément aussi leur mode de vie. Mais c'est vrai, donc, on lie donc la responsabilité à la causalité, puis on se rend compte, quand on fait une analyse causale d'un phénomène, par exemple une maladie, il y a de multiples facteurs causaux qui interviennent. Mais tous n'ont pas forcément le même poids, d'une certaine manière, parce que, aussi, quand on parle dans le langage ordinaire, même si on sait qu'il y a de nombreux facteurs causaux, on parle souvent de la cause de quelque chose. Alors, et cette cause, on lui accorde plus de poids qu'aux autres facteurs causaux. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'effectivement, il y a plein de facteurs qui interviennent, mais la chose décisive, c'est, dans le fond, l'attitude de la personne, ce qu'il fait de tous ces déterminismes sociaux, et que, d'une certaine manière, il serait quand même fondamentalement responsable. Alors, il y a une dissymétrie entre quel genre de facteurs causaux, nous, en tant qu'humains, on respecte plus que d'autres, voyez, et puis on aime bien mettre sur le piédestal le choix autonome des gens. Et donc, c'est pour ça qu'on a tendance à interpréter, en fait, la responsabilité en termes uniquement de cette chaîne causale-là. Mais dans les faits, si on prend un point de vue un peu plus scientifique, si vous voulez, cette chaîne causale-là, c'est souvent, elle est pas nulle, mais elle est de loin pas la plus importante. Souvent, les éléments, les chaînes causales sociales ou génétiques, pour ce qui est de la santé, elles ont mis en commun, elles ont un impact nettement plus élevé que la décision individuelle. Et du coup, il faut quand même se rappeler qu'on dit qu'on est responsable d'une action pour autant qu'on est capable de choisir cette action ou une autre. Il faut quand même avoir le choix entre A et B pour pouvoir dire je suis responsable de mon choix A plutôt que B. Et puis tous ces facteurs causaux annexes, eh bien, c'est des facteurs causaux qui peuvent justement brouiller cette possibilité de faire le choix libre. Et donc les gens ne sont pas forcément libres de leur mode de vie, et je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut, en tout cas pour une certaine part, et il faut garder ça à l'esprit. Oui, on pourrait aussi, dans un esprit plus conséquentialiste, se dire, dans le fond, c'est pas mal de responsabiliser les gens, même si on le fait un peu trop, parce que ça a des effets tout à fait positifs sur le système de santé ou sur la santé des gens. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une illusion ? Je pense que c'est vrai, mais c'est vrai pour la situation. Si on reprend l'image de la grande pierre, c'est la situation où vous avez suffisamment de gens qui poussent pour que la pierre est prête à bouger, puis que vous en rajoutez une qui va dans le sens qu'on veut, et puis pouf, vous arrivez à imprimer la direction que vous voulez. Mais ce que ça veut dire, c'est que vous avez déjà toutes les autres conditions qui sont assez favorablement disposées pour que cette nouvelle impulsion puisse faire partir la pierre dans le bon sens.
Et dans beaucoup de cas, les gens ne sont pas dans cette situation-là. Et le problème, c'est que si vous reposez uniquement la responsabilité là-dessus, eh bien, vous allez favoriser ceux qui sont justement qui ont la chance d'avoir cette bonne configuration puis d'être poussés dans le bon sens grâce au discours un peu moralisant, si vous voulez. Vous allez les favoriser, eux, par rapport à tous les autres qui n'auront pas eu cette chance-là. Et là j'en viens peut-être, puisqu'on est philosophe, hein, à la théorie de Bernard Williams qui parlait de chance morale. Il disait, voilà, il y a des gens qui ont la chance de ne pas tomber malades, malgré le fait qu'ils ont une hygiène de vie peut-être un peu discutable, etc. La même personne, si elle a la malchance de tomber malade parce qu'elle a un facteur génétique, par exemple, avec le même hygiène de vie, tout à coup, on va la condamner. Alors que finalement, on devrait condamner celle qui n'est pas tombée malade de la même manière, puisque c'était le même choix de mode de vie, dans un certain sens. Or, dans les faits, on ne va que condamner celle qui n'a pas eu de chance et puis qui est tombée malade. Donc c'est une sorte de double peine qui lui tombe dessus. Je pense que là, il faut faire très attention dans un système de santé où si on surresponsabilise des patients, on finit finalement par condamner des gens qui sont déjà vulnérables. On les condamne à une double peine de vulnérabilité en leur faisant reposer la responsabilité pour leur mauvaise santé. D'accord. Alors, est-ce que dans ton esprit, ça veut dire que, dans le fond, ce discours un peu moralisant, moralisateur, on va dire, si on dit moralisateur, c'est déjà assez négativement connoté, mais est-ce qu'il faudrait, dans le fond, purger le domaine de la santé, de la bonne santé, de toute référence morale? Non, je ne pense pas, mais je pense que si on veut vraiment, au niveau populationnel, avoir un effet, je pense qu'il faut comprendre les facteurs causaux qui ont le plus d'impact sur les choix de vie des gens et puis agir là-dessus. Et ce n'est pas forcément celui de « ah, tu devrais agir différemment », ce discours moral-là, ce n'est pas forcément celui-là qui est le plus efficace. Par exemple, enlever des incitatifs, tous ces incitatifs qu'on trouve en permanence, ou bien alors réglementer un peu plus pour le type de nourriture qui sont à disposition dans les magasins, enlever les incitatifs dans les kiosques, etc., pour les cigarettes, etc. Vous faites ça, vous avez un effet au niveau de la santé publique qui sera nettement supérieur à celui de faire des campagnes de moralisation sur l'individu lui-même, vous voyez. Donc je pense qu'il ne faut pas se tromper. La morale, elle devrait plutôt agir au niveau des politiques publiques plutôt que sur le citoyen lui-même qui a une marge de manœuvre qui est quand même relativement limitée. Ouais. C'est vrai, l'idée, effectivement, c'est que la responsabilité, elle est plutôt collective ou politique. Au niveau des politiques publiques, je pense que là, il y a des gens qui peuvent se sentir responsables. Hein. Qui devraient ou qui peuvent? Qui devraient. Bon, Christine, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi.